Allô à tout le monde. Merci à vous trois d'être ici aujourd'hui. C'est notre dernière émission de la semaine Districtement Habitat, notre rendez-vous quotidien à midi tous les jours, 100% virtuel, 100% habitation, produit par l'APCHQ Montréal Métropolitain et présenté cette semaine par Centura. Alors, mes trois invités du jour, on va parler d'environnement sain et non pas parce qu'on pense souvent à la planète, à l'écologie, mais bien ce qui se déroule dans nos maisons. Alors, on commence avec Audrey, qui est avec nous. Audrey Fiola, qui est designer d'intérieur et membre APDIQ, d'ailleurs, tout comme toi également, Marie-Claude aussi. Non seulement membre, mais directrice générale également. Est-ce que je dois dire... Heures. À tes heures. Est-ce que je dois dire vous? Oui, je peux... Non, c'est correct. Madame la directrice. Non, ça fait école. Tout à fait. Et Denis Bourgeois, designer. Denis, je connais déjà personnellement. Ça va bien, Denis? Contente de te voir, vraiment. Lorsqu'on parle d'environnement sain dans nos maisons, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bien, on passe quand même 90% de notre temps à l'intérieur, hein, que ce soit au travail ou chez soi. Ça veut dire qu'on ne sort pas assez, là, c'est beaucoup, oui. Okay. Et donc, ça veut dire que l'environnement dans lequel on vit, où on travaille, c'est important qu'il ait une qualité qui va permettre, en fait, aux gens de se sentir bien, d'être en santé. Puis je vais laisser, Audrey, finir ma phrase. Le bien-être, en fait, comme Marc-Claude dit, c'est vraiment global. On pense souvent le bien-être au niveau sain, c'est médical, c'est au niveau de la qualité de l'air, au niveau de la qualité d'eau. Mais en fait, le bien-être, c'est aussi au niveau psychologique, comment mental, on se sent. Ça, exactement, c'est super important. Puis en tant que concepteur, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de se concentrer, se focusser pour rendre l'habitat intéressant pour les occupants, en fait. Oui. Ben, je suis d'accord avec ça. On le travaille de différentes manières, mais oui, on va toujours essayer d'aller chercher les besoins, puis partir de ça pour élaborer un projet. Puis je pense que c'est vraiment important de rester proche des besoins des gens. Oui, effectivement. Je vais donner quelques exemples. Des fois, on travaille dans un environnement, puis quand je dis travail, là, ça peut être le travail ou le travail à la maison, hein, parce que c'est maintenant une réalité. Oui. Et on est dans un environnement, puis bizarrement, on se fatigue, on sent qu'on se fatigue plus vite. Il faut se poser la question pourquoi. Si on fait le même nombre d'heures de travail par jour, mais qu'on se sent plus fatigué à la fin de la journée, il y a peut-être un élément dans notre environnement... Les enfants? Qui... J'étais pour dire qu'il est malsain. On salue tous les enfants et les parents, parce que on sait qu'il y a certains parents qui ont, quand même, soudainement, ils se sont sentis mieux, justement, à la maison. Oui. Ou on visite, je sais pas, moi, on va manger chez quelqu'un, puis on sort de là, puis on dit, pourquoi je me sentais comme bizarre, j'étais inconfortable, c'est pas la présence des gens, c'est peut-être... Ben, des fois, on peut parler de déco, là, mais c'est parce que c'est l'environnement global qui fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc, oui, ça peut être la déco, ça peut être... là, c'est drôle, j'ai envie de faire référence à nos 5 sens. Quand on entre dans une maison où l'odeur ne nous convient pas, puis c'est une question... ça ne veut pas dire que la personne ne se sent pas bon. Là. C'est des drôles d'affaires, mais... Des fois, juste la cigarette, c'est des réalités qu'on n'a pas dans chaque famille. Puis, des fois, tu arrives à quelque part, ça sent la cigarette. Moi, dans la famille, c'est comme inhabituel. J'arrive à quelque part, je fais comme, OK, c'est pas normal. J'aime que tu fais référence aux 5 sens parce que l'inconfort peut être au niveau thermal aussi, que la température ambiante n'est pas adéquate. Puis ce qui est intéressant aussi, attends, mais quand tu... Excuse-moi, je me permets. Adéquat, ça peut différencier d'une personne à l'autre. Moi, je suis bien, mettons, l'hiver, quand il fait 23, mais peut-être que ma voisine a 23 à gel quand c'est l'hiver dans la maison. Ouais. Absolument. Par contre, si tes murs sont mal isolés, il y a peut-être de l'infiltration d'air qui fait qu'il y a un courant d'air qui est créé et là, on parle plus de température ambiante, mais on parle de circulation d'air. Et ça peut créer un inconfort chez plus de personnes qu'on le pense. OK. L'humidité aussi. Puis ça, l'hiver, c'est pas le fun. Oui, OK. C'est ça. D'accord. Donc, les 5 sens, tu as aimé que je fasse référence à ça? Oui, vraiment. Parce que, comme je dis, le confort thermal, on a parlé de l'odorat. Il y a le bruit aussi. On en parlait justement tantôt, juste avant la conférence. S'il y a la propagation du bruit dans un habitat, que ce soit autant à la maison qu'un environnement de travail, comme tu faisais référence tantôt,
c'est super important en tant que concepteur de justement gérer cette gestion-là du bruit, de contrôler le plus possible. Puis c'est de prendre conscience aussi des zones qui sont un petit peu plus privées versus un petit peu plus communes aussi. Donc le gros du bruit va venir sûrement du séjour, du salon, de la cuisine, des espaces communs, tandis que tout ce qui est un petit peu plus calme, privé, il faut faire attention aussi en tant que concepteur de bien l'organiser dans l'espace. Donc, vous, votre travail, lorsque vous allez pour un changement, que ce soit une rénovation de pièces ou une maison, ça va être de prendre ça en considération, de vous assurer que, justement, il y a un environnement sain pour que la personne s'y sente bien. Là, si on peut faire référence à la santé mentale et tout ça. Il y a adéquat aussi. Si c'est une chambre, la luminosité ne sera pas la même chose que si c'est un salon, si c'est une pièce de lecture. C'est sain, mais adéquat. Il y a les deux facteurs, je pense, à tenir en compte. Tout à fait. Tout à fait. Alors, vous m'avez fait découvrir quelque chose aujourd'hui. Les filles, vous êtes toutes les deux professionnelles associées well. Well, qui vient du mot anglais well, qui veut dire en français bien. Voilà. Qu'est-ce que c'est cette nouvelle certification? En fait, elle entre dans la marche de la certification LEED avec laquelle les gens sont un peu plus familiers maintenant. Donc, c'est une certification qui fait qu'on va faire une construction qui va être en cohérence avec l'environnement. Est-ce que je peux dire ça à peu près? LEED? J'aime beaucoup faire la comparaison entre les deux, que le LEED, ça date de plusieurs années en réalité, puis c'était beaucoup plus axé sur l'empreinte écologique, sur le bâtiment, sur son cycle de vie, en fait, autant au niveau de la conception, de l'utilisation que en fin de vie des matériaux. Mais on s'est rendu compte, en tant que concepteur, que où est-ce qu'il est l'humain dans tout ça? Il est où? Donc, c'est pour ça que le WELL, en fait, ça a été conçu, ça fait déjà quelques années aux États-Unis, ça part des États-Unis. C'est ça. Puis, c'est de 2015. mettre... Exactement. Puis, c'est de mettre, en fait, l'occupant de l'avant, puis de se dire, bon, un peu comme on disait, 90% de notre temps à l'intérieur, donc je pense que c'est important qu'on se sente bien donc, aussi. il faut que la personne qui habite dans le bâtiment certifié WELL se sente bien. Absolument. Mais maintenant, c'est bien beau, parce que ça, pour moi, c'est de la théorie, mais qu'est-ce que concrètement ça veut dire dans la maison, mettons, ou dans l'appartement? OK. En fait, il y a un certain nombre de critères ou de paramètres qu'un édifice ou qu'un environnement qui doit être certifié WELL auquel il doit répondre. Il y a la qualité de l'air, la qualité de l'eau. Ça a l'air un peu bizarre à dire, mais on y reviendra, on va y revenir. Il y a le confort, en fait, tout l'aspect du confort. Il y a l'aspect de la nourriture aussi. Tout ça, ça concerne l'être humain. Donc, oui. Le critère le plus important, c'est que si on n'a pas d'air, on ne peut pas vivre. On peut pas, non, effectivement. Si on ne peut pas boire, on ne peut pas vivre. Si on ne peut pas manger, on ne peut pas vivre. Si on ne peut pas bouger, on ne peut pas, on va moins bien vivre. Oui, je comprends. Oui. OK. Alors, ça part des critères, en fait, de vie et de survie et de vie. OK? Après ça, on parle du confort mental, du bien-être, on parle de l'activité physique, on parle de l'innovation, mais là, j'en oublie, j'en suis sûre. Et donc, en fait, tous ces critères-là servent à créer un environnement sain pour les humains qui y habitent. Puis, il faut se dire aussi que le WELL, c'est pas juste pour le résidentiel aussi. Donc, l'alimentation est peut-être beaucoup plus axée pour les espaces commerciaux, corporatifs. Oui, aussi. Parce que là, je voyais, c'est drôle, un édifice avec un jardin sur le toit. Là, je me suis fait comme un scénario dans ma tête. Est-ce que tu connaissais cette nouvelle certification, le WELL? Le WELL, non, j'ai pas tellement entendu parler. C'est sûr que oui, vite fait, comme mais ça, pas assez pour entrer dans les détails. Puis comme designer, trouves-tu que... Parce que là, on est vraiment dans l'air du temps, que notre client soit bien, qu'ils sont dans un environnement dans lequel, justement, ils se sentent bien. Ben oui, c'est super important. Puis à la base, ça se trouve, c'est quand même ça notre métier. Puis on reste assez quand même focus là-dessus tout le temps. Mais c'est sûr que comme n'importe quoi, on est capable d'améliorer les choses. Puis c'est sûr que si on focus sur des points précis, ben on est capable de s'améliorer davantage. Fait que je trouve que c'est juste bien. Oui. Tout à fait. Pour enchérir sur ce que Denis dit, en fait, quand la certification WELL est arrivée, comme designer d'intérieur, c'est ce qui est le fun de voir avec la certification WELL, c'est qu'enfin, il y a une certification qui rejoint directement le travail des designers d'intérieur. Oui. Qui s'assure que le client soit bien, c'est ça la fin. Oui. On a un impact direct, mais là, il y a une certification, il y a des gens dans un institut qui ont mis des mots, des termes pour nous aider à mieux faire comprendre aux gens que, au-delà de la déco, il y a un aspect psychologique sur notre bien-être. Tout à fait.
au-delà de la déco, il y a tout le reste sur lequel on a une influence positive ou négative quand c'est mal réalisé, mais c'est ça. Et donc, déjà, à la base, les gens, ils ont souvent de la misère juste à démêler la grosse base, là. Tu sais, tu dis décoration, architecte, designer, technologue, là, sont tout mêlés. C'est fini, tu viens de les perdre. Tu sais, ça veut, déjà, à la base, juste de démêler les grandes lignes de qui fait quoi. Oui. Donc, le designer, toi, tu dirais, le designer fait quoi, mettons? Ben, moi, je le dirais, le designer, c'est un spécialiste de l'architecture intérieure. Mais tu sais, dans nos métiers... Mais vous n'êtes pas architecte. On n'est pas architecte. Non. Architecte, c'est la structure. Un architecte, dans le fond, il est spécialiste de l'enveloppe. OK. Dans le fond, c'est le bâtiment. Parfait. Mais il y a des architectes qui vont être capables de réaliser l'intérieur. Mais c'est pas tous les architectes. Je comprends. Fait que dans le fond, on travaille, on a tous des petites business, on est tous en îlot, puis chaque personne développe son créneau. Je comprends. Tu sais, mettons, quand t'es pharmacien, tous les pharmaciens sont sur la même ligne. Oui. Tu sais, si t'es docteur, ben ils ont des ordres professionnels. La PDQ est un ordre professionnel, mais on travaille en îlot et puis on n'évolue pas tous dans la même voie. Par contre, il y a une chose que toi, par exemple, si tu faisais une transformation, une construction, il pourrait, Denis, obtenir la certification WELL comme quoi son bâtiment a été approuvé par l'association, par exemple. Absolument. OK, ben, donc en fait, c'est ça. Donc, il y a des bâtiments qui viennent d'être certifiés WELL à Montréal. Il y en a d'autres au Québec qui s'apprêtent à l'être. Le Humanity à Montréal, c'est un bâtiment qui est... le Humanity étant un immeuble à condo, j'imagine. Un condo, c'est ça. Mais qui comprend aussi des aires de vie communes, qui comprend des lieux de travail. Donc, c'est un édifice qui est une espèce de village en hauteur et qui répond justement à tous ces critères-là. Donc, quand on parle d'accès à la nourriture ou à la nourriture saine, ben dans cet édifice-là, il va y avoir une épicerie, il va y avoir... Et les choix des... Il y a une ferme! Il y a des jardins sur le toit! Mais ce que ça veut dire, c'est que tout ça, on doit en tenir compte. Hein? Autant que quelqu'un qui va choisir, par exemple, de se construire dans un endroit, peut décider de se construire dans un endroit où le transport en commun est plus accessible. Oui. Qui peut marcher vers l'épicerie. Ce genre de choses-là. Et puis là, on parle d'activité physique. Hein? Je comprends. Transport actif. OK, donc c'est assez large, mais on comprend que ça englobe tout ce qui touche le mieux-être pour justement faciliter la vie d'une certaine façon des gens qui sont à la recherche de ça parce qu'on est toujours en train de courir partout après notre queue. Bon, moi, je pense qu'on comprend. C'est quoi? Dans le fond, c'est une certification comme LEED. C'est un plus qui s'ajoute quand on est un designer ou un entrepreneur, puis on a eu cette certification-là. Tout comme lorsqu'on a remporté un prix Domus, parce que ça, vous savez que le prix Domus souligne l'excellence en construction et en rénovation. Donc, si en plus, tu as un prix Domus et la certification WELL, malade. Bon, revenons à notre environnement sain. Évidemment que la certification, c'est un plus, mais j'ai quelques items. Si on parle d'abord des choix des matériaux, lorsqu'on parle de sain, il y a le mot éthique qui revient aussi que je trouve intéressant. Je vais lancer les filles. Denis, tiens, vas-y donc, Audrey, pour toi. Lorsqu'on parle de matériaux. C'est super important parce qu'il faut aussi se projeter comme si c'est nous qui occupons les espaces. Oui. Puis au niveau de l'entretien, c'est super important que ce soit facilement nettoyable, que la porosité soit pas, que ce soit difficile après ça à nettoyer. T'as toute une logique derrière ça aussi, là, tu pourras me compléter toi aussi. Là, donc, dans la simplicité, le truc oui. le plus facile possible, donc des matériaux faciles à utiliser finalement, c'est ça? Ben, il y a les matériaux faciles. En fait, tout l'aspect sanitaire, puis là, oui. Dans un contexte comme celui dans lequel on vit en ce moment, oui. C'est d'autant plus important que les surfaces soient facilement nettoyables. Fait que là, on parle. Pouvez-vous me donner un exemple? Mettons là pour les tables qu'on utilise présentement, la porosité, par exemple, des poignées de... La table la surface est beaucoup plus lisse, beaucoup plus facile à nettoyer que, par exemple, les accoudoirs ici, qui ont une certaine porosité. Je comprends. Et donc, les microbes, les bactéries vont rester plus facilement. En fait, ils vont être plus difficiles à enlever. OK. Alors, on parle de ça, là. On parle aux Madame Blancheville de ce monde. Oui, on met pas de tapis dans la salle de bain, là, comme moi j'avais quand j'ai acheté ma maison, là. Dans le sens environnement sain. Ben, c'est sûr que c'est
c'est propice à la prolifération de germes. On peut dire ça. Exactement. Oui. Au même titre, par exemple, que les matériaux qu'on utilise dans une salle de bain pour les murs, très important pour la gestion de la moisissure ou de l'humidité. Donc, il va faire que la qualité de l'air va changer. Des fois, on a des allergies, on a des allergies dans notre maison, ou on a des allergies, puis on ne sait pas pourquoi. Et quand tu regardes les éléments de la certification WELL, c'est là que tu découvres que coudonc, il y a peut-être quelque chose dans ma maison qui fait que les acariens restent plus longtemps. Est-ce que vous allez jusque dans la qualité des éléments que vous achetez? Mettons, si tu achètes un fauteuil, un divan, une chaise, est-ce que vous allez dans la qualité en considérant que si j'achète de moins bonne qualité, ça dure moins longtemps, puis il y a comme un côté environnemental à ça, ou c'est vraiment, genre, j'achète une meilleure qualité pour que ça s'entretienne mieux? Vas-y, puis en fait, c'est beaucoup plus axé sur l'humain. Le lead va être beaucoup plus axé sur la durabilité, justement, mais sur l'humain, donc ça va être plus au niveau de qu'il n'y ait pas d'émanation de produits chimiques dans les produits. On ne veut pas de COV dans les produits. C'est ça, exactement. Exactement. Donc, tout ce qui est émanation, puis... Le meilleur exemple, c'est la peinture, sans COV, mais après ça, on parle, par exemple, des meubles. Les meubles rembourrés. Catastrophe. Juste dire COV, composés organiques volatiles. Ça veut dire c'est des microparticules qui sont dans l'air, qu'on les voit pas, mais ça a une senteur. Des fois, non. Fait que, donc, de vérifier quand on achète nos produits, qu'il n'y en ait pas idéalement. Qu'est-ce que tu dis, les meubles rembourrés? Les meubles rembourrés, les matelas. Qu'est-ce qui compose ce mobilier-là? D'où proviennent les matériaux et qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce que tu as par exemple, les certifications américaines, quand on parle des mousses mémoire, ça fait les mousses mémoire, les trucs comme ça, les plumes. Les plumes. Les normes américaines sont beaucoup plus sévères que certaines normes canadiennes, par exemple. Et donc, il va y avoir moins de produits toxiques dans des produits qui sont fabriqués aux États-Unis ou qui passent le test de contrôle aux États-Unis. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que quand tu rentres un matelas chez toi et tu peux vérifier les composantes puis l'impact que ça peut avoir sur ta santé. Parce que des fois, le matelas, il est super confortable, mais tu as des réactions allergiques, tu ne sais pas d'où ça vient, mais tu passes 8 heures sur ton matelas par jour. Il faut vraiment s'informer. C'est ça. Allons-y avec la lumière maintenant. La lumière qui peut créer un environnement sain. Bien, la lumière la lumière, c'est vraiment la base, mais il y a différentes, comment je peux dire, il y a différentes fonctions. Oui. Comme on disait tantôt, si c'est une chambre, tu n'as pas besoin de la même luminosité. Fait que si ta chambre est trop claire puis tu veux dormir dans le noir, ben ça fait pas le travail. Si tu as besoin d'une salle de lecture, une salle pour, je sais pas, la cuisine, on veut qu'il fasse clair, on veut préparer, ben ça prend un éclairage qui va être adéquat. Mais ça, c'est des choses qu'on est... En tout cas, moi, comme designer, je trouve que l'éclairage, c'est un des facteurs super importants qui est souvent négligé et que les gens ne comprennent pas. Et pourtant, non, c'est pas. Ça peut vraiment faire une différence, même dans l'énergie qu'on a au fil de notre journée, tout à fait. Ouais. Exactement. Ouais. C'est un excellent point que tu amènes, l'énergie qu'on a dans une journée. L'éclairage, tu as raison, c'est l'enfant pauvre du design d'intérieur. L'exemple frappant que j'aime donner, c'est le jour, les gens se disent, c'est le jour, j'ai pas vraiment besoin de lumière, il fait clair. Mais le jour, au mois de novembre, à 3 heures, il fait pas clair. Non, c'est ça. Puis le jour, tu as besoin d'un éclairage puissant parce que tu vas combattre un contre-jour. Puis si je donne l'exemple, mettons, je vais allumer une allumette le jour, puis je me tiens dans la pièce, tu vas pas voir que j'ai une allumette dans les mains. Mais si je suis à 50 pieds, le soir il fait noir, j'allume l'allumette, tu vas me voir vraiment loin parce que tu n'as pas besoin d'une grande source de lumière pour le voir. Fait que c'est vraiment tout le contraire de ce que les gens pensent. On se dit, OK, c'est le jour, on n'a pas besoin de tant de lumière, mais non, c'est pas vrai. Fait que le soir, il faut justement avoir une lumière plus tamisée pour, avoir, on veut pas nécessairement que ce soit aussi clair que le jour. Non, on veut pas que ce soit un magasin, mais effectivement que ça va aider pour, je parlais d'énergie tantôt, tout comme... le chauffe. Moi, quand je fais mon émission, combien vaut cette maison? C'est toujours la blague. Est-ce que les planchers sont chauffants? Moi, j'ai toujours tant qu'à faire des rénovations. Maintenant, c'est quelque chose qui est accessible. Puis, quand on parle de confort, je sais pas si ça compte dans le... Mais tu sais, un plancher de céramique froid, puis c'est pas... Au niveau des coûts, maintenant, c'est super accessible. Je me trompe pas, Denis, quand je dis ça. Donc, ça peut faire partie aussi du confort thermique. De notre bien-être. Le confort thermique dont on parlait tantôt. Mais moi, j'aimerais renchérir parce qu'il y a des concepts, en fait, je veux surfer sur ce que
Denis a dit, mais ce que tu as dit aussi au niveau de l'énergie qu'on a pendant la journée. OK? On parle dans la certification WELL de cycle circadien. Donc, ça, c'est notre sommeil, nos périodes d'éveil. Et c'est très important. La lumière naturelle est très importante et c'est très important de respecter les cycles de lumière naturelle pour qu'on dorme mieux, pour qu'on travaille mieux, qu'on ait plus d'énergie. Puis, Denis disait tantôt aussi que de l'éclairage artificiel, en fait, c'est aussi très important, d'autant plus pendant le jour. Quand on fait un travail puis qu'on sent que nos yeux sont fatigués, ben c'est peut-être que oui, il y a de l'éclairage ambiant, mais on n'a pas nécessairement d'éclairage de travail pointu pour nous aider à mieux voir. Fait que c'est pas parce que je mets mes lunettes que je vois nécessairement mieux. Il n'y a pas assez de lumière. Alors, mes yeux font un effort et là, j'ai un inconfort. Il faut que ça soit compensé. Il faut que ce par soit un réglé. Donc, d'être attentif à ce qu'on vit dans la journée à la maison pour améliorer tout ça. Parlons maintenant de la qualité de l'air, qui est un autre point assez important aussi, pas juste pour que ça sente bon. C'est le critère le plus important selon la certification WELL. OK. L'air. Oui. C'est la base de notre respiration, donc c'est ce qu'on inhale en premier là, dans notre organisme, puis dès qu'il y a des composantes chimiques, de la poussière, tout ce qui est acarien aussi, c'est tous des éléments qui viennent faire les pesticides. Oui, c'est vrai, contrôle des pesticides. Mais là, c'est parce qu'en plus, on a eu un été où il a fait extrêmement chaud. Les gens qui avaient la climatisation, qui ont la climatisation, ont fermé leurs portes et leurs fenêtres. Et là, l'hiver arrive, qu'on garde tout fermé. Et pourtant, je pense que peu importe la température, idéalement, il faut laisser au moins qu'il y ait un petit courant d'air, même l'hiver, là, pour que ça puisse se respirer. Dans la certification WELL, entre autres, on dit que les fenêtres des édifices certaines fenêtres devraient pouvoir s'ouvrir. Oui. Et qu'on calcule, en fait, pas pour aller dans les grands détails scientifiques, mais qu'on calcule la qualité de l'air environnant autour d'un bâtiment pour savoir à quel moment aussi on peut ouvrir les fenêtres pour pas exposer l'air intérieur à un plus haut taux, par exemple, de poussière ou de quoi que ce soit qui entrerait à l'intérieur. Mais c'est très important, le changement d'air est important. Donc, dans une maison, évidemment, des fenêtres qui s'ouvrent, puis qu'on c'est essentiel. De temps en temps, c'est essentiel. Une bonne fenestration aussi, ça peut faire une énorme différence pour notre environnement. Allons-y, on a parlé du confort thermique quand même, je pense qu'on a fait le tour. Le confort acoustique, toi, qu'est-ce que tu dirais là-dessus, Denis? Bien, le confort acoustique, en fait, c'est que les matières vont réfléchir le son. Et puis, il y a des pièces où... je sais pas, tu sais, mettons, si on prend un air de vie, cuisine ou tout ça, avec des planchers en béton, des comptoirs en pierre ou quelque chose comme ça. Ding, 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 ding. Du bois, bon, fait que là, ça fait que le son va rebondir sur les éléments, puis ça devient un peu cacophonique, ça devient bruyant. Fait que c'est sûr qu'il y a des trucs, il y a des choses qu'on peut mettre en compte. On peut, il y a des tests de son aussi qu'on peut faire, si je me trompe pas, pour évaluer c'est quoi comment on appelle ça? Il y a plein de paramètres, en fait. Il y a la propagation du son, la réverbération. On ne rentrera pas dans les détails trop théoriques, là, mais c'est très technique, effectivement. Il y a plein de paramètres. Moi, j'aimerais donner un exemple que j'ai vécu récemment. Puis, j'étais dans un endroit où il y avait une climatisation qui fonctionnait, mais c'est pas une climatisation mécanique, donc il y a une machine en quelque part et il y a toujours un certain niveau de bruit. Hein? Les décibels, en fait, on parle de... Oui, c'est ça. Et donc, au bout de 2-3 heures, je commence à avoir mal à la tête. Puis je dis à la personne qui était avec moi, je dis, te sens-tu bien? Bah, un petit peu mal à la tête. J'ai dit, ça te dérange-tu? On va arrêter la machine qui fonctionne. Et là, tout d'un coup... Tu l'as senti tout de suite. Ben, donc, tu étais sensibilisée à ça déjà. Ouais. Ben, c'est parce que, oui, en fait, c'est ça. C'est qu'on finit, on a des mécanismes aussi qui se développent. Hein? Des fois, on y réfléchit pas, là. Le bruit constant de la circulation à l'extérieur. On finit par s'habituer, mais par contre, c'est pas... Fatigué. Oui, tout le temps. Ça nous fatigue. Oui. Et c'est ça aussi qu'il faut se poser comme question. Alors, quand on achète une unité murale, par exemple, il faut vérifier le nombre de décibels que cette unité murale-là produit. Et il y a des normes qui disent moins de 40, je pense que c'est 50 ou 45, ça va. OK? Ça ne te dérangera pas. Mais au-dessus de ça, ton appareil est trop bruyant. Et c'est des questions qu'on doit se poser. C'est qu'on le fait pour l'énergie que ça consomme. Tu sais, je pense à Energy Star, entre autres. Donc, c'est important de regarder ça. Au même titre que
moi, si je magasinais une maison, j'aimerais ça pouvoir y vivre 2-3 jours pour sentir comment ça se passe, l'environnement. Tu sais, on parle de tout ça, le son autour et tout ça. Mais ça n'existe pas encore. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'absence de bruit aussi peut être un problème. Parce que dès qu'il y a des bruits ponctuels qui arrivent, c'est là que ça devient dérangeant aussi. Tandis qu'un bruit de fond, j'aime faire l'analogie avec un environnement corporatif qu'on installe des masquages sonores pour créer un bruit de fond, justement, pour éviter qu'on entende les voisins parler. Qu'est-ce que c'est un masque? C'est un petit speaker qui est mis dans l'entreplafond, puis ça émet un petit son constant qui est pas perturbant du tout, mais que ça l'évite, surtout dans les centres d'appel et des éléments comme ça, d'entendre les voisins dans les postes à côté, d'entendre les bruits. Moi, quand mes enfants dormaient, pour camoufler le bruit qu'on faisait parce qu'ils avaient le sommeil fragile, je mettais toujours le ventilateur. J'ai un petit ventilateur sur pied. C'est le même principe. C'est ça. Puis maintenant, personne ne peut dormir sans le ventilateur. Ils sont tous devenus habitués. Maman, mets le ventilateur, OK? Mais c'est ça le confort acoustique. Je comprends. C'est que ça te permet de mieux dormir. Oui. Ça te permet de mieux vivre pendant la journée sans te fatiguer ou de mieux te reposer. Bon, donc c'est important. Puis chaque personne, évidemment, est différente. Bon, le confort physique, ça, c'est de base, là. L'ergonomie, évidemment, et de pouvoir bouger dans notre espace. Et la paix d'esprit, lieux confortables, conviviaux, accessibles. Donc, la paix d'esprit aussi va ajouter à notre environnement sain. Oui. Des fois, puis là, je vais demander à Denis d'exprimer ça en des termes pratiques, là, mais moi, j'ai toujours un problème quand j'arrive dans des endroits où les volumes, les dimensions des pièces sont bizarres. Des fois, tu rentres dans une pièce, tu fais comme... Voyons, c'est trop grand. C'est trop grand. Puis, il y a des modèles, en fait, de volume confortable. Et des fois, on dessine des choses où nos clients nous demandent d'avoir des trucs un peu plus grandioses, comme ça. Puis là, tu rentres dans la pièce, tu fais comme... Puis les designers connaissent les volumes, savent l'impact que ça va avoir. Fait que moi, je suis sûre que Denis a des exemples de ça, où est-ce que tu fais comme... Tu veux pas ça dans ta maison. Ça va être... Tu vas te sentir, puis l'acoustique sera pas aussi bonne. Fait que j'aimerais ça que Denis en parle. Mais là, il y a une mode, là, moi, j'en visite plein pour combien vaut cette maison? Tu sais, des rez-de-chaussée, mettons, t'arrives au bout, là, t'as la cuisine, salon, mais il n'y a pas de deuxième étage. Tu sais, c'est comme, il n'y a pas de mezzanine, mais c'est ouvert, ça fait comme genre 20 pieds de haut. Les chambres sont à l'étage, on les voit, mais c'est tout plus... Mais ça fait déstabilisant. Des pièces qui sont spectaculaires. Oui. Parce que c'est sûr qu'à partir de la maison, là, ça vient donner beaucoup d'ampleur à ces pièces-là. Mais par contre, ça va réverbérer beaucoup le son. Donc, s'il y a des petits sons, mettons, au rez-de-chaussée, du cuisine, les bruits des verres, des assiettes, c'est des petits sons de tous les jours. Mais en haut à la chambre, ça vient se réverbérer beaucoup. Donc ça semble encore plus fort que ça l'est réellement. Exactement. Si je peux renchérir sur ton point de volume plus grand comme ça, l'humain a besoin de points de repère dans un espace. Dès que tu perds ton repère, ça marche pas du tout. Tu as besoin... Par exemple, un chantier de construction. T'as la maison chez vous avec un divan, une télé, toutes tes affaires, le mobilier est là, la table de cuisine et tout. Tu fais des rénos. Tu vides la pièce, t'enlèves... Ah, mon Dieu, la pièce est donc bien petite. Là, après ça, t'enlèves les murs, t'ouvres... Ah, mon Dieu, c'est grand. Là, après ça, tu remontes les murs. Tu sais, ils vont remettre le gyps. Là, oh mon Dieu, mes meubles rentrent plus, là, c'est ben trop Et pourtant, petit. c'est la même chose. C'est la même affaire, c'est la même pièce. Mais là, t'as pas de référence, de volume. À chaque fois, avec les clients, on a toujours cette même réaction-là. Ah, c'est trop petit. Ah, c'est grand. Ah, c'est trop petit. Et ça fait ça systématiquement. Je comprends. Donc, les repères sont importants. Les corridors. Le Well met l'accent là-dessus aussi. Là, l'effet de corridor, là, faut pas que tu te sens dans un tunnel éternel. Là. Faut que tu aies des... Ça aborde même la question des œuvres d'art dans le Well. C'est ça qui est intéressant, d'avoir des points de repère avec des œuvres d'art, des points focales avec une fenêtre au bout du corridor, par exemple, que tu t'es la luminosité, une plante. C'est toutes des affaires qu'on peut ajouter qui vont venir vraiment modifier. Mais quand on parle du commercial, mettons, nous, on a fait des cliniques médicales, OK? Puis, tu sais, t'as pas le choix. Je veux dire, t'as 10 bureaux consécutifs. Ben, à un moment donné, t'as un 100 pieds, 200 pieds de corridor, c'est pas trop long, tu sais. Ça fait comment on fait pour, tu sais, on va développer des stratégies pour segmenter le corridor, puis pour sentir que, bon, OK, il y a des bureaux, mais il y a des portes, puis on change les couleurs, puis on arrive avec des nouveaux matériaux, nouvelles textures pour le segmenter, pour avoir un repère dans l'espace aussi. Ça crée un rythme dans l'espace.
Oui. Ça vient dynamiser. Tu n'as pas un grand corridor tout blanc. Tout pareil. Tout pareil. Tout pareil. C'est dans le et je reviens en fait au ressenti. Tu rentres dans une pièce, puis il y a quelque chose qui marche pas. Tu te sens pas bien. Nous, j'appelle ça le syndrome du film d'horreur, là. Le corridor, justement, a pu finir, là. Puis là, tu marches, puis tu fais comme... Voyons, y a-tu quelqu'un? Puis c'est ça, on n'a pas de référence, on n'a pas de repère. Et ça crée un sentiment d'inconfort. D'insécurité aussi. J'aurais une dernière question, parce que là, on parle évidemment de tout ce qui peut être inconfortable dans une maison qu'on peut transformer. Mais le temps de la transformation, il y a de la poussière, il y a du bruit, il y a du monde, il y a toutes sortes de situations. Et comment on fait pour gérer ça? Parce que ça aussi, oh boy, pour la santé, c'est mental. Sur le couple aussi. Oui, ça, on en a parlé beaucoup cette semaine, ça revient. Pour avoir animé comment rénover sans trop chicaner avec mon chum et mon ex et être séparés maintenant, c'est dans le top 3 des cas de séparation et de divorce au Canada. Et je pense, c'était comme ça il y a quelques années déjà. C'est parce qu'il n'avait pas engagé de designer, c'est pour ça. Mais j'avais une designer, mais... C'est sûr que des rénos, on ne se le cachera pas, des rénos, c'est tout le temps stressant. Oui. Mais... moi, ce que je crois, c'est que d'avoir un professionnel qui nous accompagne, c'est sûr, d'avoir des bons plans dès le départ, oui. Ça fait que tu vas éliminer plus que 95% de tous les imprévus du chantier. Parce qu'on gère les imprévus comme étant quelque chose qui va arriver. On gère qu'il va y avoir des petits trucs dans le budget, on va avoir des surprises. Oui. Fait qu'en ayant déjà, on sait où est-ce qu'on s'en va, on a pris un nos plan décisions, de match, en fait. On a un bon plan de match, on sait quand ça commence, on sait quand ça finit. Alors, ça rend les travaux beaucoup plus faciles, l'expérience est plus facile. En étant accompagné par un designer comme toi, par exemple, et ton équipe, donc c'est vous qui prenez ça en charge aussi s'il arrive des pépins. Ben, on peut prendre en charge, mais encore là, tu sais, c'est des honoraires professionnels. C'est sûr. Fait que les gens, il faut aussi qu'ils soient conscients que, oui, t'engages un designer, t'engages un architecte, t'engages un technologue, c'est des honoraires professionnels. Puis on peut demander moi, je peux faire juste des plans, mais on peut faire des plans, puis après ça, on peut faire la gestion, mais quand tout un coup, donc d'où l'importance d'avoir un plan de match et de se parler, si on l'a dit aussi, c'est quelque chose qu'on a répété puis qu'on va répéter tout le temps, c'est important de mettre les cartes sur table avant de se lancer dans un projet, que ce soit clair pour vous et clair pour le client. Puis moi, j'aurais le goût d'ajouter aussi que souvent les gens... ils commettent des erreurs pendant les travaux. Puis c'est un facteur que les gens, ils prennent pas en compte. Mais moi, je dirais le nombre incalculable de fois où de nous avoir engagés a sauvé des coûts. Oui. Parce que déplacer une fenêtre pendant un chantier, ça coûte pas mal plus cher que corriger un plan. Puis je te dis, sérieux, plein de fois où les gens... D'engager en cours de route, ça coûte plus de sous, ou finalement. De corriger en cours de route que comprends. d'engager. Tu sais, t'engages un designer, t'engages un professionnel, on fait les plans, on fait les corrections de plans. Après ça, tu suis la recette, tu es sûr de ton coût. Puis moi, je suis convaincu que c'est la meilleure solution pour des travaux qui se déroulent bien. Et là, mais attends, là, OK, ça c'est beau, ça c'est réglé. Maintenant, la poussière, le bruit, ça par exemple, on fait quoi pour... Parce que ça fait partie en fait de l'environnement sain dont on parle. Donc, avant d'arriver à notre environnement sain, on est pogné dans... Comment on s'y rend? Oui. Je surferais en fait sur ce que Denis disait, l'embauche de gens compétents et d'équipes aussi qui respectent, qui ont une éthique de travail ou des méthodes de travail qui respectent ça, qui respectent le client. Donc, est-ce que l'entrepreneur ou les sous-traitants font le ménage tous les jours après à la fin du chantier? Moi, je vais rajouter, tu sais, on regarde 2 soumissions. Là. Ça, c'est vraiment côté bête et méchant. Là. Mais tu dis, OK, je fais une grosse réno, je veux 2 entrepreneurs qui vont soumissionner sur la job, c'est parfait. On regarde les soumissions. Et mon Dieu, il y a 10 000 $ de plus cher, c'est un maudit malade. Je vais prendre lui, il est moins cher. OK, parfait. On vient de toucher une corde sensible. Oui, ça a un coût, mais c'est sûr que si la personne a fait 2 heures de ménage par jour, ben ça a un coût, ça prend du temps, ça se paye. Mais tu sais, à la fin, oui, il y a des honoraires rattachés. Tout est dans le détail, mais ça fait partie des choses qu'il faut regarder. Qui vont faire aussi qu'on va être bien. Après, moi, c'est cute. J'ai fait des travaux chez moi, puis mon contracteur, dans la cour, m'écrivait « Allô, Saskia, je suis là. Est-ce que je peux rentrer? » Je disais, mais oui, tu sais, mais je trouvais ça cute. Il prenait toujours le temps de m'écrire avant. La gestion de la poussière aussi, c'est super important. Souvent,
on oublie peut-être ça en tant qu'entrepreneur, mais... ça reste longtemps. Exactement. On en ramasse longtemps. Ça a un coût aussi de racheter des bâches, des barricades, comme on appelle dans le domaine. Mais c'est primordial là, si tu veux pas contaminer ton espace. Puis la gestion aussi de toutes les conduits de ventilation. Si tu as un espace où tu en as que l'air pulsé est en place dans la maison ou dans un environnement commercial. Tu promènes la poussière. C'est important de mettre des protections dans le fond, au diffuseur. Puis c'est super important. Quand on s'embarque dans une rénovation chez soi, ça arrive pas souvent. Hein? Les grandes rénovations, surtout, ça arrive rarement dans une vie d'humain. On est toujours dans une première expérience. Hein? Ouais. Et il y a plein de choses qu'on connaît pas. À moins d'être entrepreneur ou designer, on ne sait pas la quantité de poussière que ça va générer un chantier. Seuls les professionnels le savent. Ah non, puis c'est le stress d'avoir toujours quelqu'un quand c'est à l'intérieur de la maison. Tu as tout le temps du monde chez vous. Des fois, tu es comme « Ah, j'ai besoin d'air! » Ils arrivent à 6h, 6h30 le matin, puis des fois, ils disent qu'ils vont être là à 7h, puis à 8h, ils sont pas là. Puis des fois, ils disent qu'ils vont arriver à 8h, puis à 6h30, ça cogne à la porte. Les travaux, ça vient avec du stress. Beaucoup. C'est ça. Puis on parlait en fait de la paix d'esprit, qui est une des cibles de la certification WELL, mais c'est ça. Dans le résidentiel, la paix d'esprit, c'est de faire en sorte que pendant que tu es en chantier, tu sois pas constamment heurté par des choses que tu peux pas contrôler. Donc, l'arrivée des gens sur le chantier, la propreté, c'est important que les gens sachent que la poussière, ça reste longtemps après une rénovation. Alors, s'il y a du ménage qui a été fait tout le long, tous les jours, par exemple. Il y en aura moins ramassé et moins longtemps. Exactement. Puis quand tu rentres chez toi le soir, t'en respires moins aussi. Oui, tout à fait. C'est ça qui est important. Il y a des petits trucs de pression inversée aussi. Là. Des fois, ils sont capables de mettre mettons un ventilateur qui va pousser l'air. Fait qu'au lieu d'avoir l'air du chantier qui va s'infiltrer dans la partie, mettons, qui ne serait pas en travaux, dans le fond, en mettant une pression d'air dans cette zone-là, ben dans le fond, on évite que la poussière rentre, fait qu'on fait une pression inversée qui va sortir la poussière à la place de la faire rentrer. C'est des petits trucs, mais c'est toutes des petites affaires techniques que peut-être... Un bon contracteur, un bon entrepreneur, je devrais dire, et designer devrait connaître, en fait, pour améliorer tout ça. Et boy, c'était vraiment super intéressant. Merci beaucoup. Et boy, ça se dit bien dans un show de TV, même sur le web. Hey boy! Ça, c'était le fun! Merci vraiment. Attends, je vais faire ma sérieuse. C'était la dernière émission de la semaine que je termine avec vous. Vraiment super intéressant. Merci beaucoup, Denis. Merci. Merci, Audrey. Merci, Marie-Claude. Vous êtes super intéressants tous les trois. Je veux vous remercier pour votre temps, mais je veux aussi vous remercier à vous d'avoir été à l'écoute et on veut vous gâter. Donc, il y a une carte cadeau de 1 000 $ à gagner. C'est offert par Centura. Pour participer, super simple, vous allez sur districthabitat.ca pour peut-être remporter la carte cadeau, donc d'une valeur de 1 000 $. Et c'est sur ce même site que vous allez pouvoir également découvrir les autres exposants donc, du salon qui se déroule à Terrebonne et à Brossard. Merci beaucoup à la PCHQ Montréal Métropolitain pour cette belle semaine. Merci de produire cette émission. Merci à nos collaborateurs également, donc Desjardins et la PDIQ, donc Association professionnelle des designers d'intérieur du Québec. Donc, dorénavant, quand on me posera la question, Saskia, est-ce que tu connais un bon designer? Je vous dirigerai vers l'association. Merci à tout le monde. Merci de votre temps. Merci à vous trois. Puis, ben, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. On my heart, reaching out.